Bienvenue pour un nouvel épisode de podcast de la voix d'une amoureuse. Alors j'espère que tu vas bien aujourd'hui, que tu as passé une bonne semaine. Bienvenue à toi si c'est ton premier épisode aussi, hein. Peut-être que tu viens juste d'arriver dans mon univers. En tout cas, quoi qu'il en soit, tu es la bienvenue ou peut-être aussi le bienvenu pour ce podcast. Aujourd'hui, je vais faire un épisode que je veux faire depuis quelques temps, mais j'ai mis beaucoup de temps à me décider à faire cet épisode parce que je sais qu'il va peut-être pas forcément plaire à tout le monde, que ça va peut-être créer des débats ou pas, hein, mais finalement les débats c'est cool quand c'est bien mené et que tout se passe bien. Donc on va tester ça, mais en tout cas, je pense que c'est quand même hyper important de parler de ça. Je peux pas dire que j'accompagne les femmes dans leur sexualité si je ne viens pas casser certains mythes qui nous pourrissent encore la vie, hein, je m'inclus dedans. Merci le patriarcat. Bon, alors, du coup, aujourd'hui, j'ai envie de casser 3 mythes. 3 mythes que tu connais certainement. 3 mythes qui t'ont peut-être collé à la peau ou pas. Mais quoi qu'il arrive, 3 mythes qui font partie de l'inconscient collectif, qui font partie de la culture et qui, du coup, ont certainement influencé ta sexualité. Ça paraît pas comme ça, mais c'est des choses qui sont tellement véhiculées que parfois on les intériorise et on se rend pas compte, mais ça rentre dans notre quotidien. L'inconscient collectif, des fois, c'est encore plus fort que ce qu'on va apprendre de manière consciente. Et c'est pour ça que parfois on ne sait pas trop d'où vient le problème et quand on creuse, quand on va voir un peu les croyances qu'on a pu entendre, les choses qu'on a pu entendre en général, et ben là on se rend compte que ah bah tiens, peut-être que mon souci vient de là. Moi je sais que quand je discute avec certaines femmes que j'accompagne, et qu'il y a des blocages, notamment au niveau de la sexualité, au niveau du fait de se reconnecter à sa vulve ou à son plaisir, bah évidemment, il y a malheureusement plein de croyances encore sur le fait que la vulve c'est sale, sur le fait que non, en fait, c'est pas bien de se masturber. Bref, il y a plein de choses et l'idée c'est d'aller casser ça. Et au-delà de ça, il y a vraiment plusieurs mythes, plusieurs histoires, plusieurs croyances qui nous pourrissent la vie. Alors, si je les faisais toutes, très clairement, le podcast durerait 4h30. Donc, il y a un moment donné, on va peut-être pas faire ça. Mais j'en ai sélectionné 3 qui me paraissent assez gros déjà, qui méritent un petit coup de couteau, hein, voilà, pour qu'on les, qu'on les coupe une bonne fois pour toutes. Donc, je te propose qu'on aille à la rencontre de ces 3 mythes, si c'est OK pour toi. Et en tout cas, je te souhaite une bonne écoute. Le premier mythe dont j'ai envie de te parler, c'est le mythe de l'hystérie. Alors l'hystérie, il y aurait énormément de choses à dire. Déjà, j'ai envie d'aller du côté étymologique d'hystérie, parce qu'on va rarement à l'étymologie, à l'étymologie des mots. On va jamais trop creuser d'où ça vient. Eh bien, hystérie, ça vient du grec et ça voulait dire la matrice, à savoir l'utérus. Donc ça, c'est OK. Ce qui est un peu moins OK, c'est du coup tout ce qui est sorti de ça. En fait, l'hystérie, donc, c'était une maladie qui venait de l'utérus. Et donc, il y a un très grand médecin. Bon, à l'époque, il a fait ce qu'il a pu. Malheureusement, il n'avait pas toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui, donc on va pas lui en vouloir. Mais Hippocrate, pour lui, il pensait que l'utérus, il se déplaçait dans le corps, hein, voilà, c'était un petit, je sais pas comment il voyait ça, c'était un petit yo-yo, un petit truc qui se baladait, qui allait quand même jusqu'à dans la cage thoracique, hein, ce qui est quand même un bon chemin. Du coup, l'utérus bouge et donc ça fait que les femmes, elles ont plein d'humeurs différentes et du coup, en fait, on sait pas trop comment faire, on peut pas trop les contrôler, mais heureusement, Hippocrate était incroyable, il a trouvé la solution magique. Ne faites pas ça chez vous, évidemment. La solution, c'était une grossesse. Voilà, si une femme était enceinte, l'utérus bougeait plus et tout allait bien. Alors, je suis désolée, je suis un peu moqueuse sur ce début de podcast, mais je préfère le prendre un peu à la rigolade parce que c'est quand même un peu plus grave que ça. Parce que l'hystérie, finalement, c'est resté beaucoup dans les croyances, c'est resté beaucoup dans le collectif et c'est encore très utilisé aujourd'hui pour discréditer les femmes. Est-ce que vraiment ça existe ou pas? Ben, moi, je suis pas convaincue. Bon, déjà, on a fait des progrès, hein. On a bien compris que c'était pas un utérus qui bougeait, mais ce qu'il faut quand même savoir, c'est que on est passé donc, je vais te passer, hein, toutes les recherches qui ont été faites, sur l'hystérie, mais ça a été donc jusqu'aux oreilles de la psychiatrie et donc, il y a eu aussi un travail sur le fait que soit, c'était une femme qui avait une hyposexualité, donc une sexualité plus ou moins faible entre guillemets, ou une hypersexualité plus ou moins élevée. Alors qu'est-ce qu'on entend par hypo ou par hypersexualité? Je te laisse un peu te faire ton chemin à toi. En tout cas, tout ça pour te dire que ça ne concernait que les femmes, en tout cas les personnes avec un utérus.
Et c'est un problème puisque du coup, ça les discrédite énormément. On a dans notre imaginaire et dans notre inconscient collectif, quand on parle de quelqu'un d'hystérique, on voit une personne qui est souvent une femme en train de hurler, en train de gesticuler ou en train de s'exalter ou d'être très en colère pour quelque chose. Or, finalement, c'est pas tout à fait ça et c'est même extrêmement utilisé, hein, par beaucoup de personnes, quand une femme ose se mettre en colère parce qu'attention, la colère, c'est pas bien, voilà. Je suis ironique, hein, bien sûr, mais en tout cas, quand, la femme ose se mettre en colère, souvent on le lui reproche et au lieu de lui dire, certaines choses peut-être plus, cohérentes, on va la traiter d'hystérique. Alors le rapport, il y en a pas, mais bon, après quand on n'a pas d'argument, on utilise celui-là, comme ça c'est un peu plus simple. Bref, je suis toujours un petit peu hargneuse, hein, mais c'est vrai que, c'est un problème parce que justement ça discrédite énormément les femmes, pas seulement les féministes, les personnes avec un utérus en général et finalement l'hystérie, là où il y a eu un problème aussi, c'est que ça a été utilisé quand on ne savait pas ce qu'avait une femme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui, ont souffert ou qui souffrent encore aujourd'hui. On ne sait pas d'où ça vient et donc on va parler d'hystérie parce qu'il y a aucune explication médicale à, ce qui leur arrive. Or, il se passe bien quelque chose. Et si tu as envie de creuser ce sujet, peut-être pour que tu comprennes pourquoi c'est un sujet qui m'énerve légèrement, je t'invite vraiment, je vais te laisser le lien. C'est un peu plus long, mais en tout cas, je t'invite à aller voir la série documentaire, donc LSD, qui est un super podcast, une super émission de France Culture. Et donc, il y a toute une semaine qui a été consacrée à l'hystérie avec voilà, des paroles de médecins, des paroles de personnes concernées, de victimes de ce cliché. Et en fait, c'est très intéressant parce que ça explique comment finalement le patriarcat a légèrement enfermé les femmes dans cette cause-là, finalement, dans cette maladie-là, pour les faire taire, finalement. Et pourquoi c'est un problème encore d'utiliser ce terme. Il faut quand même savoir que ça fait vraiment très, 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 très peu de temps que ça a été retiré des manuels de psychiatrie et des manuels des maladies mentales. Quand je dis très peu de temps, c'est que vraiment, je suis même pas sûre que ça fasse 5 ou 10 ans que ça a été retiré. D'ailleurs, pour tout te dire, j'ai fait une licence de psychologie et c'est l'une des premières choses qu'on apprend, puisqu'évidemment, on parle beaucoup de Freud et de psychanalyse. Et évidemment, Freud parle beaucoup d'hystérie, hein, c'est vrai que voilà. Je m'attarderai pas non plus sur Freud parce que sinon le pauvre, il va prendre cher. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on apprend encore, ou en tout cas qu'on apprenait il y a encore quelques années. Moi, j'ai fini ma licence de psycho il y a même pas 3-4 ans. Donc, c'est pour te dire à quel point c'est récent et à quel point c'est encore là. Et ça, du coup, c'est un cliché qui est encore très, très présent dans la vie des femmes et qui pose problème. Et d'ailleurs, petite histoire rapide, un peu l'histoire du café. Les premiers, en tout cas, détournements d'objets et en tout cas l'histoire un peu du premier vibromasseur, ça vient aussi du fait qu'il y avait cette croyance que pour soulager une femme qui était diagnostiquée hystérique, il fallait du coup stimuler son vagin, en tout cas sa vulve et qu'elle ait des orgasmes. Et donc, on utilisait des objets qui vibrent pour justement soulager ça. Donc, les vibromasseurs, en fait, leur première utilisation, c'était ça, CQFD. Voilà, voilà. J'ai envie de passer au deuxième mythe, qui est un mythe qui est très sérieux pour moi. Et en fait, c'est le mythe un peu de l'origine de ce podcast, parce que c'est un mythe. J'en ai discuté avec une personne qui est très très proche de moi dans mon entourage, et qui m'a dit, mais il faut vraiment que t'en parles. Moi, j'ai beaucoup hésité parce que je savais pas trop comment ça allait être accueilli. Et puis, je me suis dit, mais si, elle a raison, il faut en parler parce que j'en ai souffert. Je pense que beaucoup de femmes en ont souffert autour de moi. Donc, effectivement, il faut en parler parce que on n'en parle pas encore assez. C'est le mythe de la virginité. Alors là aussi, il y a énormément de choses à dire, hein. C'est ce magnifique mythe de la virginité. C'est marrant parce que tout le monde ne remet jamais en question le fait qu'une personne avec un pénis, on ne peut pas savoir si c'est une personne vierge ou pas, alors que une femme, il y aurait forcément moyen de savoir si elle est vierge ou pas. Comme s'il y avait un petit panneau, voilà, on pouvait écrire dessus. Alors c'est un peu plus compliqué que ça et en fait ça ne se passe pas comme ça. Moi je me rappelle que j'ai découvert l'existence de l'hymen quand j'étais au collège en écoutant une libre antenne. Et je crois que ça m'a vraiment marqué plus que ce que je pensais. Parce que je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc dans mon vagin? C'est quoi cette espèce
je voyais ça un peu comme un espèce d'élastique et je me suis dit: «Purée, mais ça doit faire tellement mal, enfin, mon Dieu, la première fois, mais c'est un cauchemar, c'est une torture, ça doit être horrible» et en fait, ça m'a vraiment, vraiment profondément marquée, au point que, en fait, c'est très longtemps après que, Dieu merci, je suis tombée sur une interview d'un médecin, qui est aussi féministe et qui, milite pour justement que les femmes puissent reprendre aussi, le droit sur leur corps. Et qui a dit: «Mais en fait, il faut arrêter avec, toutes ces idioties, en tout cas toutes ces idées reçues sur l'hymen». En fait, dans l'imaginaire, collectif, je vais un peu grossir les traits évidemment, je suis pas grande scientifique, mais en gros, les personnes voient souvent un hymen comme une sorte de tissu ou de membrane qui, obstrue, une partie du vagin et donc finalement, lors de la première fois, alors là aussi, hein, on pourrait, débattre sur qu'est-ce que ça veut dire la première fois, donc on va dire lors du premier rapport pénétratif, avec, alors il faudrait forcément que ce soit un pénis, hein, alors que finalement ça pourrait être n'importe quel autre objet, bref, avec un pénis et finalement cette membrane se déchirerait et donc là, ça y est, le vagin serait complètement ouvert et c'est bon, la femme ne serait plus vierge et pour le savoir et pour l'indiquer, la femme évidemment saignerait. Et si c'était vraiment comme ça que ça se passait, on le saurait depuis longtemps. Sauf que, peut-être que tu l'as remarqué, que ce soit toi ou que ce soit dans ton entourage, on ne saigne pas forcément systématiquement au premier rapport. Moi, j'ai pas saigné, par exemple et je connais plein de femmes qui n'ont pas saigné donc là aussi, c'était quand même quelque chose j'ai toujours trouvé ça très humiliant, voilà, de me dire que, c'est ça pouvait être mal vu si, tu ne saignais pas pendant ce premier rapport et cetera, alors que finalement, c'est normal et alors, autre chose, c'est que finalement cette hymen, cette membrane, en fait, ça obstrue pas vraiment, le vagin, c'est pas possible puisque, voilà, il y a plein de choses qui sortent du vagin, à commencer par les règles. Ça ne risque rien, par exemple, de mettre un tampon dans ton vagin et encore moins des doigts, encore moins de faire de l'équitation, enfin bref, toutes ces choses-là, c'est un peu des idées reçues qui nous collent beaucoup à la peau et finalement, je pense que ce qui est important de retenir, c'est que s'il y a un saignement, finalement, c'est juste qu'il y a des petites lésions qui peuvent, des fois se faire, hein, pendant un rapport. Ça peut arriver des petites lésions, sur les parois du vagin et c'est ça qui peut entraîner des saignements. Mais en aucun cas, ça va être l'hymen et donc en fait, quand tu fais ta première pénétration avec un pénis, non, il y a pas un grand truc qui d'un coup, comme un élastique va claquer en mode: «Hop, ça y est, c'est bon», quoi. Ça marche pas comme ça et finalement, heureusement. Sauf que du coup, c'est vrai qu'il y a, beaucoup d'inquiétudes sur le fait que du coup, la première fois, ça fait forcément mal, ça va être un moment difficile. La bonne nouvelle, c'est que pas toujours. Alors généralement, c'est pas la meilleure, des fois, hein, c'est il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire que, mais moi, mon invitation, c'est de le faire quand tu es prête, d'avoir un lubrifiant avec toi et d'oser, pourquoi pas, changer la position. On n'est pas là pour parler de ça, mais rien que le fait de changer de position, ça peut être vraiment salvateur dans ces cas-là. En tout cas, je trouve ça important, de parler de cette fameuse, virginité et de ce fameux hymen parce que je pense que, c'est important de savoir qu'on n'a aucune possibilité de prouver et de savoir qu'une personne est vierge, que cette personne est une vulve ou un pénis, en fait. C'est vraiment quelque chose de culturel et c'est encore quelque chose pour remettre à nouveau la pression sur, les femmes, sur leur sexualité et pour être sûr, de pouvoir contrôler ça encore une fois. Il y a aussi autre chose que j'avais envie de poser par rapport à cette histoire de virginité. Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement et j'en ai parlé d'ailleurs avec, ma petite copine de l'époque. C'était hyper intéressant d'avoir cet échange-là. Moi, mes premières relations sexuelles, ça a été avec une femme et je me souviens très bien m'être dit: «Ah finalement, je suis toujours vierge, ce que j'ai vécu avec, cette fille, c'était de la sexualité, mais ça compte pas, c'est pas pareil, donc voilà». Alors qu'en fait, pas du tout. Parce que finalement, j'avais vraiment vécu des relations sexuelles avec cette femme et finalement, c'est pas le fait de vivre une pénétration avec un pénis qui fait que tu as vécu ta première fois ou pas. C'est un peu d'ailleurs, le débat. Qu'est-ce que c'est la première fois? Est-ce que c'est la première fois que tu fais un bisou? Est-ce que c'est la première fois que tu as un petit copain, une petite copine? Est-ce que c'est la première fois que tu as une relation sexuelle? Et si oui, qu'est-ce que c'est la relation sexuelle? Parce que dans ces cas-là, moi je peux clairement dire qu'avec mon partenaire actuel, qui a été, le premier mec avec qui j'ai eu des rapports sexuels et bien finalement, ma première fois, c'était pas du tout une fois avec,
une fois avec un rapport avec une pénétration. Et pourtant, c'était quand même une première fois, entre guillemets. Donc l'idée, c'est aussi d'aller casser un peu tous ces mythes finalement. Casser ce truc de une personne qui est lesbienne, vu qu'il y a pas de pénétration, elle est forcément vierge toute sa vie. En fait, je pense qu'il faudrait carrément arrêter d'utiliser ce terme vierge et puis de laisser en fait une liberté à sa sexualité, à la sexualité des autres et sans forcément vouloir à nouveau contrôler tout ça. Et c'est vraiment important d'en parler et peut-être si c'est confortable pour toi, parce que ça l'est peut-être pas, et si ça l'est pas, c'est ok d'en rester là, mais d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de justement tes premiers émois sexuels? Est-ce qu'il y avait cette pression justement la première fois et est-ce que pour toi, tant qu'il n'y avait pas de pénétration, il n'y avait pas de valeur? Moi, ça a été une souffrance vraiment de me dire que tant qu'il n'y avait pas une pénétration, tout ce que j'avais vécu avant n'avait aucune valeur. Et je pense que je me suis mis une pression vraiment hyper intense à ce moment-là. Et je suis très contente que mon corps m'ait forcé à patienter et que finalement, ça m'ait forcé à prendre mon temps, à réfléchir à qu'est-ce que je voyais vraiment et à casser justement ce côté virginité qui en fait, non, ça n'existe pas et qu'il y a tellement de manières de faire l'amour, tellement de manières de vivre une sexualité que en fait la première fois ça peut même être juste la première fois que tu t'es touché ou la première fois que tu as eu un rapport avec toi-même. Voilà. Bon, je m'égare un petit peu, mais en tout cas j'espère que tu as compris un petit peu ce que je voulais dire par rapport à l'hymen et par rapport à cette virginité qui est légèrement beaucoup trop encore exposée. On n'a pas l'impression qu'elle est très exposée encore aujourd'hui parce que, voilà, on est au 21e siècle, machin. Mais on va pas se mentir, on voit énormément encore de séries de l'ancienne époque où là, on parle énormément de la virginité des femmes. Donc, ça rentre dans l'inconscient collectif. Et voilà, il y a plein de choses qui rentrent comme ça. Donc, je sais pas ce que ça te fait d'écouter tout ça. Est-ce que ça te fait un grand oui? Est-ce que tu es hyper en colère et t'es en mode, mais mon Dieu, c'est qui cette meuf qui est en train de parler? C'est qui cette hystérique qui est en train de faire ce podcast? Enfin bref, peu importe, hein, tu as le droit de penser absolument ce que tu veux. Mais j'avais hyper envie de poser cet avis-là parce que pour moi, c'est tellement important de montrer que la sexualité, ça va au-delà et qu'en fait, parler de virginité ou de première fois, c'est vraiment des mythes culturels et à part mettre une pression énorme sur les personnes, peu importe leur genre, et finalement, ça ne fait pas grand-chose. Le dernier mythe que j'avais envie un peu de casser aujourd'hui, ou en tout cas, on ne casse pas un mythe, mais en tout cas, de découvrir finalement, je ne sais pas si c'est un mythe, je ne sais pas si c'est plutôt une représentation de personne, mais c'est un peu cette histoire qu'on entend depuis très longtemps. Alors, j'entends de plus en plus de personnes s'élever contre ça, heureusement, et c'est très chouette, et j'espère que ça va continuer, mais c'est finalement un petit peu l'idéologie ou le mythe de la nymphomane et du beau gosse ou du donjon. J'ai utilisé nymphomane, j'aurais très bien pu utiliser le terme salope parce que c'est plutôt celui-là qui est utilisé, donc tu m'as très bien compris, et je pense que tu vois où je veux en venir. Là où on a un souci avec la sexualité, même si ça va mieux, je suis peut-être trop positive ou trop optimiste, mais j'ai quand même l'impression que ça va mieux ces derniers temps. Mais on est quand même dans une société où un homme, en tout cas une personne avec un pénis qui va avoir plusieurs relations sexuelles, plusieurs partenaires, on va pouvoir le railler, on va pouvoir le critiquer, mais c'est très rare parce que finalement, un mec qui va coucher avec plusieurs personnes, si c'est pas un signe de virilité ou de masculinité ou de waouh, c'est trop bien, je sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas, on va moins lui faire de reproches. Une personne qui a une vulve, qui va avoir une sexualité entre guillemets libérée, qui en tout cas va coucher avec plusieurs personnes, que ce soit en même temps, que ce soit quand elle veut, mais bref, voilà, qui va avoir des rapports avec plusieurs personnes, admettons des hommes, des femmes, des plans à plusieurs, etc. Alors pour beaucoup de personnes, ça ne posera pas problème, et pour beaucoup d'autres, ce sera une nymphomane, ce sera une salope, enfin voilà, il y aura toujours un terme très péjoratif. Là encore, les mentalités ont énormément évolué. Donc ça, c'est très chouette puisque maintenant, voilà, on commence à dire, non, chaque personne peut faire ce qu'elle veut de son corps et personne n'a rien à en dire. Voilà, tant qu'il y a du consentement, tant qu'il y a du plaisir et tant qu'il y a du respect, finalement, ça ne regarde que les personnes concernées. Ceci étant, l'inconscient collectif est toujours là. L'inconscient collectif, il est toujours en train de véhiculer ces petits trucs de attention quand même, si j'ai une copine qui me raconte un peu toutes ces histoires de cul, bon, je vais peut-être pas non plus la valoriser ou je vais peut-être pas non plus en parler à tout le monde parce que quand même, il y a un peu ce truc-là qui est toujours présent. Et
ça peut, des fois, bloquer certaines femmes, les empêcher de vivre pleinement la sexualité qu'elles ont envie. Il peut y avoir beaucoup de femmes qui se disent: «Mais non, mais je vais pas, vivre la sexualité que je veux ou essayer peut-être un rapport avec, telle personne parce que je vais être mal perçue, parce que, si jamais je couche avec un de mes collègues et puis qu'après je couche avec un autre de mes collègues, ah bah, super, je vais me faire une réputation d'enfer». Donc ça reste quand même très, très fort dans, notre inconscient collectif et malheureusement, c'est encore difficile de, se sortir de ça parce que c'est encore très présent. Même si c'est pas nommé, je pense que c'est encore pire parce que justement, c'est pas forcément nommé, mais en tout cas, on y pense forcément, on fait forcément des liens. Mais c'est pas grave, enfin, en soi, c'est un fait, c'est aussi comme ça qu'on a été, plus ou moins habitués et que ce soit dans la culture populaire, que ce soit, dans, notre sphère, intime ou publique, enfin, ça a toujours été comme ça. Comme le fait de dire que, il fallait forcément faire l'amour, que quand on a des sentiments, que sinon, c'est pas pareil. Enfin, voilà, il y a plein de choses, hein, comme ça. Il y a un peu ce côté où, quand on est une femme, en tout cas une personne avec une vulve, il faut absolument préserver sa réputation parce que vraiment, ouh là là, c'est très grave, hein. Donc peut-être que sur un CV, il faut noter, hein, combien de partenaires on a, je sais pas. C'est peut-être un truc qui serait finalement demandé un jour. Enfin voilà, je trouve que c'est quand même assez grave, mais c'est encore assez présent. Et peut-être que tu le ressens pas forcément autour de toi, mais là encore, je t'invite à y réfléchir, à peut-être te demander si il y a peut-être des occasions ou en tout cas des moments intimes que tu as laissé passer à cause de cette peur, même si c'était pas nommé. Je sais que ça m'arrive parfois, hein, dans des séances d'accompagnement d'en parler avec certaines femmes et que finalement ça vienne à être nommé. Ça prend du temps parce que c'est pas facile de, le réaliser, de le reconnaître et c'est complètement OK. Mais, au bout d'un moment, ça arrive, hein, très souvent que, une personne me dise: «Bah oui, oui en fait, ça, j'ose pas le faire parce que j'ai tellement peur du regard des autres ou j'ai tellement pas envie, qu'on commence à me montrer, du doigt, ou à m'insulter». Et ça se comprend et même si je sais qu'il y a aussi une pression, hein, sur certains hommes cis et que, ça peut être vraiment très difficile. Il y a peut-être parfois la pression inverse, hein, sur l'homme cis de, s'il a pas plusieurs conquêtes, c'est que, il est chelou. Mine de rien, cette pression-là, elle est quand même assez forte. Donc ça vaut le coup de mettre un peu la lumière dessus et de peut-être réfléchir si, on est confronté à ça, si tu es confronté à ça et te dire: «OK, mais qu'est-ce que moi j'en pense vraiment?» Est-ce que vraiment le fait d'avoir, couché avec plusieurs personnes ou le fait de connaître quelqu'un qui l'a fait, est-ce que c'est un problème? Ou est-ce que finalement ça ne regarderait que cette personne-là et pas moi? Ou est-ce que ça ne regarderait que moi et pas les autres? Voilà pour ce podcast un peu spécial aujourd'hui, où j'avais envie d'ouvrir quelques portes, de casser quelques verres, voilà. Où j'étais peut-être un petit peu, différente des autres podcasts, mais je pense que c'est tellement important, de parler de ça et même si on en parle de plus en plus aujourd'hui, je pense que c'est vraiment important de se rendre compte que malheureusement ces clichés-là, ces choses-là, elles sont encore dans l'inconscient collectif, elles sont encore très, très présentes. Et là, clairement, j'en ai donné 3, mais je suis sûre qu'il y en a plein d'autres, hein. D'ailleurs, je suis assez, curieuse, hem, est-ce que tu penses à d'autres mythes ou est-ce que tu penses à d'autres idées ou d'autres, personnages entre guillemets qui auraient pu, corrompre ta sexualité, qui auraient pu en tout cas t'empêcher d'être vraiment ou de vivre la sexualité que tu as envie d'être? Je suis assez curieuse de savoir ça, donc si, tu te le sens, tu peux le mettre dans les commentaires et si tu as pas envie, ce qui est tout à fait légitime, tu peux aussi, me laisser un petit message privé, soit par mail. Mon mail c'est celine.filoyoni@gmail.com et tu peux aussi me laisser, des messages privés, sur Messenger avec, la page du coup, Philoyoni accompagnante des femmes amoureuses. Tu auras tous les liens. Je vais aussi te laisser des liens pour étayer, tout ce que je t'ai dit, tout ce dont je t'ai parlé pendant ce podcast, parce qu'évidemment, je me suis quand même documentée, hein. C'est pas juste des coups de gueule comme ça. Je te laisserai, pas mal de liens si tu as envie d'aller un peu plus loin. Évidemment, on peut en débattre et en parler dans les commentaires, évidemment avec bienveillance et respect. C'est toujours hyper intéressant d'échanger. Je suis toujours curieuse de connaître aussi, les avis des autres. Je suis pas en train de dire que je développe une vérité ou que c'est moi qui ai raison, je suis juste en train de poser ce que moi je ressens. Est-ce que ça fait écho en toi ou pas? Ça finalement, je te laisse choisir et je te laisse voir, peut-être qu'il y a quelque chose qui fera plus écho qu'autre chose et c'est complètement OK. En tout cas, au moins ce que tu sais, c'est que si un jour tu as envie d'être accompagné par moi, si tu as envie qu'on travaille sur ta sexualité ou sur ta relation à ton corps, ta relation, à ta vie amoureuse, bon, bah, tu sais qu'il y aura peut-être, possiblement, une petite vision féministe dans tout ça, mais en même temps, bah, ça fait partie de moi et pour moi, c'est juste hyper important et hyper, ouais, j'allais dire hyper normal, en fait.
Bref, en tout cas, je te remercie d'être resté jusqu'au bout de ce podcast. Si tu as des suggestions d'autres sujets dont tu as envie, n'hésite pas à me les faire, hein. Du coup, j'écoute beaucoup les retours de mes proches et je remercie vraiment cette proche qui, autour de moi, m'en a parlé, qui m'a poussée à faire ce podcast alors que vraiment, c'est pas confortable pour moi parce que j'appréhende un peu les retours, mais c'est OK, c'est comme ça. Et je suis très heureuse de l'avoir fait et je la remercie. Donc évidemment, si toi aussi tu as envie que je parle d'un sujet en particulier, n'hésite pas à faire tes propositions et puis je le ferai avec grand plaisir si, en tout cas, je sens que c'est dans mes cordes. Je te souhaite de bien prendre soin de toi pour aimer l'autre encore plus fort et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.